Avec ou sans parure, avec Mehdi Touassi. Bonjour et bienvenue amis auditeurs dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Casablanca sur le 99.2, à Rabat le 105.4. Parent pauvre du budget de l'État, la culture peine à repérer un gouvernement qui sache lui trouver chaussure à son pied. Pourtant, face au creusement des inégalités, certaines voix pensent que la culture peut jouer un rôle décisif. Mais ce postulat est-il une vue de l'esprit qui s'embranle les discussions de salon UP ou est-il parfaitement raisonnable? Nous en débattons dans un instant. Que peut la culture pour réduire les inégalités? Point d'interrogation. C'est l'intitulé de ce débat et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Tout d'abord, Nabil Boutaleb, vous êtes sémioticien. Après des études en philosophie à l'Université de Montréal, vous obtenez un DESS en sémiotique. Actuellement, vous dirigez l'agence de communication Altaïr. Bienvenue, Nabil Boutaleb. Merci. Également avec nous, Fikria Barada, vice-présidente de l'association Keltoum. Votre association défend que tout développement passe par l'éducation et la santé. Vous étiez par ailleurs la présidente de l'association L'Heure Joyeuse pendant plus de 20 ans. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation au débat, Fikria Barada. Merci. Également dans le tour de table, Meki Zouavi, initiateur du collectif 1% Culture. L'objectif de votre collectif est d'amener l'État à consacrer 1% de son budget à la culture. Vous êtes engagé dans plusieurs associations œuvrant dans le domaine culturel. Par ailleurs, vous êtes professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat. Bienvenue Meki Zouavi. Merci. Dans le tour de table également, Adil Hadjami, professeur universitaire, titulaire d'un doctorat en philosophie. Vous enseignez à l'université Mohamed V de Rabat. Vous avez à votre actif plusieurs écrits, notamment des articles dont La raison impossible, article sur le sens de la rationalité aujourd'hui, et Lettres liquides vers un autre mode d'existence qui portait sur le monde numérique. Merci d'être avec nous également pour débattre cet après-midi autour donc de la culture et des inégalités. Adil Hadjami, bonjour. Merci Mehdi. Également dans le tour de table, Mortada Kalami, écrivain, chroniqueur au Matin Luxe. Vous êtes le cofondateur de la collection Le Royaume des idées aux éditions La Croisée des Chemins. Bonjour Mortada Kalami. Bonjour Mehdi. Tout de suite, madame, messieurs, l'édito préparé par la rédaction et on se retrouve juste après pour vos réactions. Les inégalités sociales sont criantes et n'ont plus besoin d'être démontrées. Elles sont partout, entre hommes et femmes, entre riches et pauvres, entre la ville et la campagne, dans l'accès à l'école, dans l'accès à la santé, dans l'accès à l'emploi et dans le simple droit au respect et à la dignité. Les inégalités sont vraiment partout. Rétablir la justice sociale, longtemps présentée comme un objectif, une nécessité, même une priorité, tend à devenir un rêve, un idéal inatteignable, même une utopie. Les écarts progressent et se creusent davantage. En haut de la pyramide sociale, les plus riches s'enrichissent et beaucoup plus bas dans la pyramide, les plus pauvres s'appauvrissent. Dans une société qui continue à donner une grande importance au statut social et au titre scolaire, en même temps que le statut social continue de définir la qualité de l'éducation à laquelle les individus peuvent espérer avoir accès, les inégalités ont tendance à se transmettre de père en fils, sauf quelques exceptions qui réussissent à mettre en marche l'ascenseur social, comme pour se défaire d'une malédiction héritée à la naissance et prenant des allures de fatalité. Pire que les inégalités sociales, les conséquences des inégalités sociales sur les individus qui en sont victimes. De l'incompréhension à la frustration et de la frustration au désespoir. S'il n'y a qu'un pas, celui-ci, s'il est franchi, peut conduire au pire. Les inégalités sociales sont une bombe à retardement qu'il convient de désamorcer. La justice sociale doit être un objectif atteignable. Et sur le chemin de la justice sociale, aucune piste ne devrait être écartée. Nous en étudions une cet après-midi avec nos invités, celle de la culture. Donner accès à la culture aux plus jeunes dans les quartiers, les écoles primaires, les collèges et les lycées. Une culture loin de tout élitisme, une culture de proximité au plus près des gens comme outil d'éducation. Car la culture est une véritable courroie de transmission et de diffusion des valeurs sociales de justice et d'égalité. Comme le nom de famille et le niveau de richesse, le niveau culturel est aussi un capital dont on hérite et qui peut faire la différence.
C'est toute la théorie de Bourdieu qui veut que les inégalités sociales ne tiennent pas tant aux différences de richesse qu'aux différences de culture. L'accès au théâtre, à la musique, à la peinture et autres formes d'expression artistique est détenir les clés pour comprendre et les interpréter. Mais au Maroc, c'est un fait. Le Maroc et son école manquent cruellement de culture. Même dans les politiques publiques, la culture est reléguée au dernier plan. Le budget alloué à la culture est parmi les plus bas et l'absence d'une éducation culturelle est telle que beaucoup de Marocains en arrivent à voir en certains investissements culturels un empêchement au développement social et économique du Maroc. Comment s'aider de la culture pour effacer les inégalités sociales? C'est le débat que nous ouvrons avec nos invités dans Avec ou sans parure cet après-midi. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Mekhi Zouaoui, je rappelle que vous êtes l'initiateur du collectif 1% Culture. Première réaction à l'édito. J'apprécie énormément ce qui fait le tour, brillamment, je dirais, sur la question. Et alors, j'ai retenu parmi les différentes idées qui ont celle de l'accès à la culture. Et peut-être comme voie d'atténuation des inégalités, c'est peut-être paradoxalement, la moins difficile. Autant l'égalité dans le domaine du capital matériel est une illusion pratiquement, compte tenu de ce qui se passe aussi bien dans notre pays qu'ailleurs. Il y a une tendance mondiale justement assez paradoxale. En même temps qu'il y a un resserrement des inégalités à travers le monde entre pays, en même temps au sein de chaque pays, on voit partout, pratiquement sans exception, les plus riches qui s'enrichissent comme vous. Alors ça, c'est le débat, ça nous renvoie au débat, les gagnants et les perdants de la mondialisation, c'est autre chose. Mais pour revenir à la question, le capital culturel, c'est un moyen extrêmement efficace de parer au désarroi, à l'exclusion. D'autant plus qu'il ne nécessite pas beaucoup de moyens de la part des pouvoirs publics et de la société. C'est ça qui, à mon avis, un point sur lequel j'aimerais et moi personnellement, tout à l'heure, j'irai un petit peu dans ce sens. Pour développer ce point durant le débat, Fikriya Barada, vice-présidente de l'association Keltoum, par rapport à l'édito. Alors nous sommes, sur le terrain, et vraiment le vif du sujet, cette violence qui perturbe le monde, ce chaos auquel nous assistons, nous essayons depuis quelques années d'apporter des solutions. Ces solutions passent par la santé et l'éducation. C'est des leviers de développement fondamentaux en ce qui concerne notre fondation, la Fondation de Rally Barada. Pour nous, le culturel est disons, une arme extrêmement importante. Et je reprendrai une phrase de Gandhi qui disait « Beaucoup de jeunes meurent par manque de nourriture, mais beaucoup plus meurent par manque d'amour et d'attention. » Et c'est surtout d'amour qu'a besoin aujourd'hui notre humanité. Et l'amour passe nécessairement par la culture. Et donc, nous avons organisé l'année dernière la première université populaire dans un quartier populaire. Parce que c'est ça la nouveauté. Normalement, les universités populaires se passent dans des facultés très importantes et très riches. Et là, nous étions dans un quartier populaire qui est celui de Sidi Momen. Et là, nous avons pu... donc, je reprends un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la culture? Donc, le savoir ne doit pas être un différentiel social, et nous sommes tous d'accord. Ce concept met le savoir à la portée de tous. Cette université populaire apporte le savoir au niveau des quartiers populaires. Et Sidi Momen est un des quartiers les plus à risque, disons. 2003, les kamikazes. Et c'est ça, donc, l'université populaire. Donc, c'est à travers ce complexe culturel, le Rally, que nous dispensons cet accès à l'art. Et c'est-à-dire que nous avons un conservatoire, des écoles de musique, de chant, de danse, de peinture, d'art plastique. Et le fleuron, c'est un théâtre de 350 places, donc dans un quartier populaire, ce qui est tout à fait insolite, et dans lequel nous avons donc qui permettent à nos jeunes talents d'accéder à ces cultures. Effectivement, nous avons pu constater que cette mise à disposition de tout cela a permis à des jeunes talents d'éclore. Et nous avons maintenant des groupes de chanteurs, de théâtre,
de photographes, etc., aussi de talents culinaires. Et nous espérons arriver à aller beaucoup plus loin. Nabil Boutal, sémioticien, par rapport à l'édito, je vous demanderai de rester d'abord dans l'édito. Alors, l'édito m'interpelle à plus d'un titre, il est intéressant. Il pose la question du comment, donc des modalités pratiques. Il présuppose donc que la culture est une source possible de lutte contre les inégalités et charge à chacun et à tous de trouver les moyens adéquats et d'user de cette culture pour lutter contre les inégalités. Ensuite, le deuxième point qui m'interpelle, c'est que vous soulignez à juste raison que les inégalités ne sont pas uniquement d'ordre matériel. Hein. Elles peuvent concerner le statut, par exemple, le rapport homme-femme. Elles peuvent concerner également simplement la conscience que j'ai de moi-même par rapport à la collectivité. Ça m'interpelle. Toutes ces inégalités sont donc facteurs de frustration, donc de colère. Hein. La frustration se manifeste avec la colère. Ensuite, ce qui m'interpelle dans cet édito, c'est certaines oppositions qui présupposent comme une culture élitiste versus une culture populaire. Je pense que c'est intéressant de l'interroger. Et deuxième point, que la culture s'opposerait au matériel, qu'elle serait donc de l'ordre de l'esprit contre les choses matérielles et tangibles. Or, il me semble que la culture, c'est aussi une économie et que dans ce sens-là, elle peut être une aide conséquente pour lutter contre les inégalités matérielles. Adil Hadjami, professeur universitaire. Tout est dit dans cet édito. Je partage presque tout ce qui était dit, mais reste à préciser un peu ce qui a été soulevé comme concept, comme enjeu. Certes, la culture, c'est quelque chose qui est plus que symbolique pour l'émergence et la force, même stratégique d'un pays, mais reste à définir qu'est-ce qu'on met dans le mot culture. Souvent, c'est la culture et le masque d'une anticulture. Puis ce qui m'a intéressé, c'est le fait de prendre en compte les autres dimensions politiques et puis économiques. La culture, c'est une activité symbolique, c'est sûr, mais le symbolique a un effet pratique. C'est la raison pour laquelle je crois qu'on a besoin de cette émission, et peut-être plus qu'une émission, pour un peu éclaircir les enjeux et les questions qui sont sous-jacentes sous ce qui a été dit dans l'édito. Montada Kalami, écrivain et chroniqueur Matin Luxe. Oui, sur l'édito et sur la notion de culture, mais je suis d'accord avec Siadil à l'instant. On va avoir besoin de définir la culture, parce que la culture, en soi, c'est un champ très vaste. Donc, est-ce que la culture, c'est lire, c'est bien, mais c'est lire quoi? Si je lis des manuels de management, je vais développer une certaine forme de culture, qui n'est pas une culture inutile non plus, parce qu'il y a un certain nombre de cadres du pays qui auraient bien besoin de bien lire certains manuels de management. Donc c'est une culture qui a sa valeur. C'est pas toute la culture. On peut-être ne pas se réjouir si cette culture-là devient hégémonique, mais c'est une culture nécessaire. Donc ça fait partie du système culturel. Donc au sens large, la culture est ce que produit l'activité humaine, ce que produit une société humaine. Au fond, c'est ce qui va permettre de symboliser, éventuellement de ritualiser une société donnée. Donc, en ce sens-là, la culture serait plus le produit de la vie quotidienne et de la pratique économique, voire de la pratique politique. Mais ça marche dans les deux sens aussi, puisque c'est aussi une certaine culture politique qui va déterminer une certaine pratique politique, une certaine culture économique qui va déterminer. Donc, on est dans quelque chose qu'il faut voir comme un expire et un respire. Ça marche à la fois dans un sens et à la fois dans l'autre. Donc c'est pour ça que ça va être un débat compliqué, parce que on peut pas fixer deux camps et les opposer. Ce sont deux choses qui se nourrissent mutuellement. Et donc c'est quand même important de garder ça à l'esprit. De même, je rejoins ce que disait Nabil aussi, c'est que il est très difficile d'opposer culture populaire et culture savante, élitiste. Enfin, mais je préfère savante. Je pense qu'il y a un terme, la haute culture et la culture populaire, même si
si on prend des exemples, il y a des exemples extrêmement frappants, ne serait-ce qu'en musique, entre on va dire les clips de Rotana et les makams de la musique arabe du 8e siècle. Il n'y a pas photo, on voit tout de suite où est la culture savante, où est la haute culture et où est la culture populaire. Mais en même temps, si on place le Mehloun, si on place la Haïta, si on place etc., qui est contemporaine ou quasiment, pardon pour le raccourci, mais qui dans la même sphère, face au makam de la musique arabe ou face à la nouba andalouse, on va voir que ça participe de la culture. Donc cette limite est quand même est très difficile à tracer, c'est-à-dire qu'elle semble évidente de loin, mais dès qu'on va s'approcher, on va s'apercevoir qu'on ne peut pas tracer une limite, que dans la Haïta, on trouve tout un patrimoine culturel extrêmement important qui va permettre à toute une catégorie de population et notamment cette population déracinée qu'on va retrouver ensuite à Sidi Boumène, mais qui a perdu la culture de la Haïta et autres. On trouve dans la culture rurale marocaine, on trouve des trésors culturels qui permettent aux individus, même analphabètes, puisque c'est de la culture orale, c'est de la musique orale, c'est du chant, de pouvoir mettre leur expérience à distance, pouvoir réfléchir des outils conceptuels qui leur permettent de concevoir leur propre expérience dans un cadre plus large, que ce soit les déceptions amoureuses, que ce soit la difficulté pour travailler, que ce soit etc. On va trouver tout ça et on va trouver un certain message de sagesse dans cette culture dite populaire, donc qu'il ne faut pas mépriser a priori. Ouais. Voilà. Après, maintenant, le problème, c'est qu'il y a dans cet héritage culturel, ça nous vient d'une époque où la société dans son ensemble répondait à un certain nombre de valeurs. Si on veut opposer ça maintenant à la musique populaire actuelle, elle répond à un autre nombre de valeurs, dont la nécessité de performer, la nécessité de rapporter des dividendes au label, ce qui fait qu'on n'a peut-être pas le même message qui est transmis, même si on va trouver aussi des bons sentiments. Donc là, c'est un autre débat, mais qui n'est plus propre à la culture, qui va être propre au pouvoir sous lequel la culture se construit. Ouais. Macky Zouaoui, initiateur du collectif 1% Culture. Bon, Mourtada Kalami a essayé un petit peu de définir ce qu'est la culture, pourrait peut-être éventuellement y revenir, mais oui. Je voudrais rebondir d'abord sur quelque chose que vous avez dit déjà au départ, le creusement des inégalités, hein, c'est ce sur quoi vous êtes revenu tout à l'heure. Il est vrai que je pense que tout le monde sera d'accord autour de la table, c'est une tendance mondiale, mais pourquoi est-ce que dans certains pays comme le nôtre, cette culture justement de l'inégalité est plus fortement marquée? Pourquoi est-ce que nous avons cela? C'est vrai que dans d'autres pays, le Brésil aussi, il y a des inégalités très marquées. Mais pour rester sur le cas du Maroc, comment est-ce qu'on peut expliquer cet état de fait? Bon, il y a à la base des inégalités sociales, économiques, sur lesquelles se greffe un ensemble d'inégalités. Notamment, je voudrais juste vous donner un chiffre qui est pris d'une enquête sur la consommation nationale, de la consommation et dépenses des ménages, qui a été faite par le HCP et qui a eu lieu en 2014, qui donne des chiffres très précis sur les dépenses de culture. C'est peut-être on commence par des chiffres, hein, et qui compare les dépenses faites par les 10% les plus aisés de la population, hein, comparé aux 10% les moins aisés. Alors pour la rubrique, donc ces dépenses de consommation se décomposent en différentes rubriques, alimentation, habillement, et puis à un moment il y a loisirs et culture. La culture n'est pas distinguée toute seule, elle est dans là. Alors, c'est juste pour donner un chiffre. Pour les 10% les moins aisés, la dépense annuelle, tenez-vous bien, moyenne. Faites-moi peur, 5%? Hein? Non. D'abord, je l'exprime en dirhams. Ouais. C'est 17 dirhams par an. D'accord? Inclus le prix de la télévision? Non, non. Non, non, si on rentre dans les... Non, si on rentre dans la définition, etc., donc voilà, c'est peut-être, on reviendra par la suite. Mais alors, pour les 10% les plus aisés, hein, les 10%, hein, c'est 1782. Donc, c'est un rapport de 1 à 100. Et sans parler des 1% les plus aisés. Alors là, ça serait peut-être 1000. Donc, c'est juste pour vous donner une idée, pour que les auditeurs situent, hein, l'ampleur des inégalités sur ce plan-là.
Non, mais ça, ce sont le constat qu'on peut faire aujourd'hui grâce à ces études qui sont faites par des organismes, j'imagine, très sérieux. Alors, c'est le HCP, sur la base de 15 000 ménages, etc., d'un échantillon. C'est bien le HCP. Il n'y a pas plus exhaustif et plus, enfin, je veux dire, plus scientifique que cela. Mais la question portait sur justement les raisons de ces inégalités. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, parce que j'imagine que c'est pas venu du jour au lendemain, c'est qu'à un moment donné, dans notre histoire, il s'est passé peut-être des choses qui expliquent aujourd'hui que, voilà, en 2017, nous avons ces inégalités qui sont aussi marquées, aussi profondes. C'était ça le sens de la question. Alors, ce qui est intéressant, bon, il y a évidemment le cumul historique, parce que le Maroc, avant le protectorat, était un pays, bon, en dehors de quelques familles, des villes citadines, de quelques féodaux, la quasi-totalité du peuple survivait en quelque sorte. Il ne faut jamais oublier ceci. Il y a eu l'explosion démographique, il y a eu émergence effectivement d'élites de catégorie moyenne, mais globalement, il y a encore ceux qui n'ont pas eu l'accès à l'école, à la formation, et qui subissent encore, avec la dévalorisation. C'est ça le plus important de la chose. Donc, il y a ça à la base qui explique tout simplement. Alors, maintenant, il faut tout relativiser. Alors, ce qui est le meilleur, le substitut dans les sciences sociales au laboratoire du physicien ou du chimiste, c'est la comparaison internationale. Quand on compare le Maroc en termes d'inégalité sociale par rapport à l'ensemble des pays du globe, et ça, il y a des statistiques données par les organismes internationaux, le Maroc se situe pratiquement dans la moyenne. C'est pas là où il y a le plus d'inégalités, ce n'est pas là où il y a le moins d'inégalités. Par contre, les inégalités marquantes qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est entre le monde urbain et le monde rural, et entre régional. Donc, c'est les inégalités spatiales qui se rajoutent aux inégalités sociales. Donc, c'est juste pour remettre tout ceci dans un contexte et en partant avec des données chiffrées. Bon, j'ai d'autres chiffres, mais je ne voudrais pas... Sur lesquels on pourrait éventuellement revenir tout à l'heure. Adil Hadjami, professeur universitaire, sur les déterminants justement, ou l'origine ou la genèse de cette inégalité que l'on observe aujourd'hui. Et parfois, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on serait plus pauvre, qu'on est plus dans une situation d'inégalité qu'auparavant, alors que bon, c'est complètement faux, si on se fie à notre histoire et aux chiffres qui nous ont été donnés. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous percevez justement la genèse quelque part du problème, finalement? Je voudrais tout d'abord, je ne veux pas être trop scolaire, mais juste préciser 2 ou 3 choses. Il faut d'abord dire qu'est-ce qu'on entend par le mot culture. Il y a bien sûr la conception, disons, anthropologique. La culture, c'est toutes les activités humaines, même les insultes, même la violence, ça fait partie de la culture. Parce que les animaux ne s'insultent pas. Les guerres, quand on voit même les atrocités les plus poussées de l'histoire, les génocides, les animaux ne font pas de génocide. Il y a cette conception-là qui est anthropologique, sociologique, disons. La culture, c'est toutes sortes d'activités humaines, par-delà le niveau ou l'évaluation éthique. Et puis on a ce qu'on appelle la culture au sens du sublime, ce qui est les beaux-arts, même si les arts, ce n'est pas les beaux-arts, mais les beaux-arts, par exemple, ça fait partie de la culture dans ce sens-là. Et puis, je trouve, depuis la révolution industrielle de consommation, la révolution technique du moitié du XXe siècle, la culture dans le sens du divertissement. On a la culture qui a pris le sens de divertir. Il y a 3 choses. Je crois qu'il faut tout d'abord distinguer ces 3 choses pour mieux comprendre de quoi on parle. Là, je crois qu'on parle du 2e sens, qui est la culture sublime. La lecture, les arts, l'accès aux humanités, disons. En gros. Les inégalités sociales qui touchent cette question-là au Maroc, c'est, à mon avis, l'équation, c'est l'école, c'est l'éducation. Il faut le dire clairement. On a un système d'éducation défaillant qui reste vraiment pris par l'ancienne logique. On a une crise de valeurs qui est aussi due à la crise économique, sociale. Et je crois qu'on ne peut pas parler
d'une manière abstraite de la culture sans prendre en compte ces facteurs-là. On vient de soulever la question de la différence économique, oui, il faut prendre en compte, mais tout cela se résume, on le trouve dans l'école, l'état de l'école. Pour moi, c'est l'éducation qui montre clairement tous ces vices-là. On reviendra tout à l'heure sur l'école, on parlera de l'école. Oui, je veux dire une chose pour un peu relancer le débat. Si on entend par la culture, c'est juste reformuler d'une autre manière les vices de la société, de la place publique, à mon avis, ce n'est pas très intéressant. Ce qui compte, c'est d'abord préciser ce qu'on entend par le mot culture, et puis voir comment on peut le diffuser, l'imposer via l'éducation et l'école, parce que c'est le vrai problème aujourd'hui. Moi, quand je vois ce qu'on appelle les manifestations culturelles ou les programmes culturels sur les médias, je peux dire que c'est peu culturel quand même. C'est un vrai problème. Tout n'est pas culturel, on ne peut pas mettre dans le mot culture tout, sinon on tombe dans un anthropologisme des ethnographes du début du siècle qui ont allé étudier les tribus de je ne sais quel continent pour dire tout se vaut. Moi, je ne crois pas que tout se vaut. Je ne crois pas que la culture... Il y a des niveaux dans la culture quand même. Il faut le défendre, je crois. Nabil Boutaleb, sémioticien, sur les raisons en tout cas, puisque c'est finalement une question que j'avais envie de poser à chacun d'entre vous, mais aujourd'hui nous avons bien sûr des inégalités un petit peu partout à travers le monde. Dans certains pays c'est plus marqué que dans d'autres, le cas du Maroc notamment, et c'est celui qui nous intéresse. Et puis après on verra ensemble comment est-ce que la production à la fois culturelle, artistique marocaine peut justement aider justement à sortir de cette inégalité que l'on voit un petit peu partout à travers nous, à travers le paysage en tout cas dans lequel nous évoluons, mais concrètement sur les déterminants, sur les raisons, sur j'allais dire les raisons qui ont fait qu'aujourd'hui les inégalités sont plus marquées au Maroc. Quel est votre commentaire par rapport à ce qui a été dit et puis par rapport justement à ce que vous pensez de ce point de vue précisément, David Boutaleb? Déjà la genèse des inégalités, il faut bien insister sur l'article D, c'est-à-dire on parle bien des inégalités, qu'elles soient sociales, économiques ou autres, de l'esprit ou autres. C'est un problème extrêmement complexe. On ne peut pas en 2-3 mots mettre le doigt dessus. Mais au risque un peu de choquer, moi je voudrais quand même rappeler, je n'ai pas tous les chiffres en main, que le Maroc a quand même sorti des millions de personnes de la pauvreté depuis 15 ans. C'est une réalité, ce n'est pas uniquement une chimère. Il y a des gens qui ont été sortis de cette précarité. Il n'y a qu'à voir l'augmentation du PIB, l'augmentation du niveau de santé des Marocains aussi, même s'il est critiquable à plus d'un titre. Le système de santé est critiquable. N'empêche qu'on se porte mieux qu'il y a 40 ou 50 ans. Je me rappelle de mon père qui racontait qu'il était médecin et qui racontait qu'il y avait des maladies qui emportaient des dizaines de milliers de personnes encore en 1950, en 1955. On est quand même loin de cette situation. Ce qui a changé fondamentalement, c'est l'expression de ces inégalités. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour moi, et sans chercher à enfermer le débat là-dedans. La culture, c'est d'abord un récit que le sujet se fait de sa culture. D'accord ? Et c'est ça qui a profondément changé. C'est l'expression est de plus en plus criante. Vous avez utilisé le mot dans l'édito et je trouve très juste. C'est l'expression de ces inégalités qui ont changé avant tout. Le Maroc, il y a 25 ans, était plus pauvre qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a des poches énormes de pauvreté aujourd'hui, mais il y en avait des plus grandes avant. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? C'est l'expression de ces inégalités. À travers les technologies, notamment à travers Internet, mais aussi à travers la liberté de parole, qui a quand même, la parole s'est libérée. Donc c'est beaucoup plus audible que ça ne l'était il y a 20 ans.
sur justement la production artistique, culturelle marocaine, Mortada Kalami. Comment est-ce que, par exemple, le roman marocain, le film, le cinéma marocain peut justement permettre de sortir de ces inégalités? Est-ce que vous voyez dans la création ou dans cet esprit créatif qui est en tout cas le nôtre dans ce pays, est-ce que vous y voyez les germes d'une possible force qui pourrait justement contrebalancer ces inégalités? Cette force, elle dépend de la force des acteurs de la culture marocaine. C'est comme de toute culture, si on peut prendre la culture américaine. Il y a, je vais sortir du cadre pour mieux y revenir, mais alors il est maintenant cité à tout bout de champ, mais c'est parce qu'il a été aussi très utilisé et mis en pratique. C'est Gramsci qui explique au début du XXe siècle, donc lui est dans le camp communiste à l'époque, que pour pouvoir gagner une révolution et prendre le pouvoir et dans l'idée d'apporter plus de justice, hein, après je vais pas faire un jugement de valeur sur sa pensée en tant que telle, il faut qu'un parti gagne une hégémonie culturelle. C'est-à-dire en imposant les termes du débat, en imposant les idées, en imposant le vocabulaire avec lequel les gens vont parler, et à partir de là, le pouvoir tombera comme un fruit mûr. Bon. Donc ça a été, lui évidemment, il s'est heurté très vite au Duce, au fascisme italien, donc il n'a pas eu le temps de mettre ça en pratique. Mais ça a été utilisé ensuite par la contestation dite de gauche dans les années 60, mais surtout ça a été analysé, repris, décortiqué et repris par les think tanks conservateurs américains dans les années 70. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où ils ont commencé à théoriser, appliquer ça? On se retrouve avec Reagan et Thatcher, et on se retrouve désormais aujourd'hui, c'est notre problème, face à une hégémonie culturelle du libéralisme de l'école de Chicago, de Friedman, qui nous explique qu'il n'y a pas d'alternative et que Keynes s'est trompé. Hein. Je vais même pas chercher là l'alter-économie ou quoi que ce soit. Si on reste dans donc là, c'est une hégémonie culturelle dans le domaine économique et politique qui crée un certain nombre de choses. Ça a des répercussions, même sur notre sujet, sur la production culturelle, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau américain ou anglais. Donc on va se retrouver avec des artistes qui vont reproduire ces valeurs, parce que ce sont les valeurs qui sont dans l'air du temps. Eux, ils sont pas là pour analyser ou démonter est-ce que c'est Friedman ou Keynes qui a raison. Eux, ils sont là pour faire une chanson et ils veulent que les gens les dansent dessus pour l'acheter le plus souvent. Donc, ils vont pas démonter les raisons. Donc, ils vont développer ce message. On va se retrouver avec le même problème avec d'autres particularités, parce que le marché marocain de la musique est quand même légèrement différent. Mais ici, avec des acteurs culturels qui vont se trouver à avoir à développer un message. Mais les acteurs culturels, si ce ne sont pas des publicitaires purs et durs, ils sont quand même dépendants d'institutions, qu'elles soient étatiques ou privées, qui vont financer leur production. Pour obtenir ces financements, il va falloir que ce qu'ils produisent aille dans le sens de ce que demande le financier. L'art pur n'existe pas. Ou alors, il y a bien 2-3 poètes maudits, mais c'est pas eux qui font l'hégémonie culturelle. Et donc, cette production culturelle, elle est influencée par des acteurs économiques qui la produisent. Encore une fois, l'État ou le privé. Là, c'est pas le. Après, on peut distinguer, mais c'est pas mon sujet. Et ils vont devoir développer les valeurs, ou en tout cas faire mine de développer les valeurs. Certains vont en profiter pour glisser d'autres messages dessous, ça c'est les grands, hein, comme aux États-Unis, mais pour développer les valeurs auxquelles croient les gens qui les payent et les gens qui financent cette production culturelle. Et c'est là qu'on commence à avoir un vrai problème pour distinguer une culture dite de qualité, où on va avoir quelqu'un qui, disons, est plutôt contemplatif et tient un certain nombre de valeurs, et quel que soit son financier va essayer quand même de développer ce en quoi il croit, surtout s'il croit à la lutte contre les inégalités. Mais si derrière ça, il est financé par une institution dont l'intérêt est d'enrichir les 1% et d'appauvrir les 99%, il va falloir qu'il donne des gages, il va falloir... Donc, on va avoir au sein de la culture n'est pas un monde éthéré flottant au-dessus de la terre. Au sein de la culture, il y a un conflit d'idées politiques et hégémoniques. Bon, conflit à fleur et moucheté, heureusement, dans la plupart des cas, parce que c'est d'autres acteurs qui arrivent maintenant, qui eux arrivent avec des kalachnikovs, mais pour rester dans le débat démocratique, cette production culturelle est dépendante d'un certain nombre de facteurs économiques qui eux-mêmes dépendent d'un autre niveau culturel. Donc,
C'est un débat qui est en cours. C'est donc aussi la responsabilité des institutions. Et donc là, je tends la perche à nos amis, que ce soit le privé, que ce soit la société civile, des associations, que ce soit le ministère, de pouvoir fournir des appuis et des aides financières aux acteurs culturels qui en ont besoin, qui soient au moins un minimum dégagés des pressions du rendement, de la performance et des dividendes. Sinon, on va se construire une société monstrueuse, parce qu'il faut quand même se souvenir que la pratique du meurtre à tout bout de champ, c'est pas propre seulement à Daesh et ses satellites. Ça existe aussi dans les pays où trop de libéralisme livre les individus à eux-mêmes. Fikri Brada, vice-présidente de l'association Keltoum, sur justement l'art marocain aujourd'hui et les productions, on va dire, culturelles de manière générale. Est-ce que vous avez l'impression que c'est au service justement de cette inégalité que l'on voit, ou est-ce que vous pensez que véritablement, quand on regarde un film marocain ou quand ou un manuel scolaire ou une production quelle qu'elle soit, vous avez l'impression que véritablement on met en place les outils et les grilles de lecture nécessaires pour justement essayer de gommer ces inégalités et construire quelque chose de neuf? Est-ce que l'art et la culture marocaine sont au service de l'égalité ou de l'inégalité finalement? Je pense que la deuxième option est la plus réelle. Malheureusement, il y a un vrai gap entre ce qui est produit et ce qui est attendu par ces jeunes. Et ces jeunes ils traversent une crise de valeurs, ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, ils sont dans le désespoir, pour ne pas dire la désespérance. Et donc, lorsque nous essayons, nous, en tant que société civile, de leur communiquer des valeurs, des repères, parce que le problème, c'est vraiment l'éducation. Nous avons affaire à beaucoup d'analphabétisme, il ne faut pas l'oublier. L'école publique, vous alliez le soulever comme sujet, a fait faillite, alors qu'elle était excellente. Il y a une vingtaine d'années, la faculté produisait de très très bons diplômés qui pouvaient arriver à de très hauts postes. Là, ils sont perdus. Donc, ils sont complètement isolés et ils n'ont plus comme moyen d'expression, malheureusement, que la violence. C'est les Kalachnikov et compagnie. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement relier l'individu à sa culture d'origine, la revaloriser, parce que nous sommes... D'abord, il est marocain avant d'être citoyen du monde. Donc, c'est bien joli de voir un peu tout ce qui se passe à travers le monde, mais notre culture, il faut la reprendre. Elle est extraordinaire sur tous les domaines. Et vous pensez véritablement que pas envie de généraliser, mais enfin que le peuple marocain ou du moins ceux qui sont dans une situation, on va dire économiquement fragile, veut véritablement de cette culture? Est-ce que justement de cette ouverture, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine du chant, de l'art, d'une manière générale, vous pensez qu'il y a une véritable soif de cette ouverture et de cette culture-là? Absolument. Mais pourtant, on entend quand même des voix s'élever ici et là pour dénoncer des cancers, pour dénoncer des festivals, pour dénoncer des sommes astronomiques qui sont peut-être vouées à certaines activités, alors que des hôpitaux sont peut-être délabrés, des écoles publiques sont dans un état de mort cérébrale avancée. Je veux dire, voilà, et on entend aussi ce discours. Ça revient dans les discussions. Existe, mais ce que nous constatons sur le terrain, et en particulier à Sidi Moumen, c'est que ces jeunes sont parfaitement reliés à la culture mondiale et ils sont en même temps, ils utilisent leur savoir ancestral de leurs parents. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il ne faut surtout pas perdre pied en voulant s'intégrer à ce qui se passe dans le monde et ne plus... on ne sait plus ce qu'ils sont finalement, parce que nous sommes tous reliés à quelque chose. Même si nous évoluons dans la plus grande modernité, on ne perd pas ses origines. Et il faut simplement pouvoir les revaloriser, les remettre... Moi, je vois des pièces de théâtre où on parle de choses tout à fait modernes, mondiales, qui sont d'actualité partout, mais en même temps prises avec des termes et des références à notre vécu. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il faut vraiment ne pas couper le cordon ombilical. Donc il y a l'humour aussi qui est un instrument très important. Pour moi, c'est de l'art.
parce qu'arriver à faire rire et à faire passer des messages très importants d'éducation, de civisme, de beaucoup de choses, à travers l'humour, et nous en avons des exemples un peu partout actuellement, c'est fondamental, je pense. Mekizouaoui, vous voulez réagir, initiateur du collectif à 1% Je voudrais d'abord revenir à une question qui a été soulevée tout à l'heure, celle des millions de gens sortis de la précarité au Maroc. Effectivement, quand on parle aujourd'hui de l'état des inégalités, il faut les mettre en perspective. Par exemple, au début des années 60, la première enquête de la consommation et dépenses des ménages qui donne une image précise sur l'état de la pauvreté. À l'époque, près de 50% de la population marocaine était considérée comme pauvre. Alors tout le chemin parcouru, aujourd'hui, la dernière enquête donne dans les villes, les grandes villes, quelque chose de minime, toujours avec le même baromètre, de 2, 3%, 4%. Évidemment, dans le monde rural, c'est bien plus. Donc ça, il faut le dire. Et d'ailleurs, en termes de pouvoir d'achat, j'ai sous les yeux quelques chiffres que je peux vous livrer. De 2001 à 2014, par exemple, le pouvoir d'achat, le taux de croissance du pouvoir d'achat annuel moyen a été de 3,5% par an. Ça vous paraît peu, mais sur un cumul sur 10 ans, ça fait quand même quelque chose comme 40-50% d'augmentation du pouvoir d'achat. Il est un peu plus élevé pour le monde rural, 3,7 à 3,1 dans le monde urbain. Ça veut dire d'ailleurs, entre-temps, les écarts se sont légèrement resserrés, bien qu'ils demeurent importants. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours mettre en perspective. Il ne faut pas oublier. Ce qui a changé, c'est la culture de l'égalité. C'est-à-dire, on accepte. Alors, ce qui était accepté dans les années 60, 70, etc., n'est plus accepté aujourd'hui. Ouais. De par la technologie, de par les moyens de l'information, de la scolarisation, c'est ça. Et c'est le grand défi des pouvoirs publics partout dans le monde. C'est celui de gérer cette soif d'égalité. Regardez ce qui se passe en Europe aujourd'hui, les scandales politiques qu'il y a. C'est de la frustration. Pardon ? Est-ce que c'est de la frustration ? Est-ce qu'on peut nommer ça de cette façon ? Non, évidemment, c'est la prise de conscience comme quoi nous avons aussi nos droits. Et on le réclame. Donc aujourd'hui, ça a été la construction, quelque part, ses principes. Mais aujourd'hui, c'est la mise en pratique de ceci. Mais comment on veut donner justement à ces gens qui sont effectivement dans une situation économique qui n'est pas extraordinairement, j'allais dire intéressante ou qui ne soit pas véritablement développée d'un point de vue économique, et quand on leur dit voilà, la culture, c'est une partie de la réponse et ça peut vous sortir de votre condition matérielle. Est-ce que quelque part on n'est pas en train de pointer du doigt le mauvais problème, c'est-à-dire que finalement à ventre vide, pas d'oreille, c'est un proverbe, comment est-ce qu'un enfant ou un adolescent ou un jeune peut s'intéresser à la culture alors que lui-même n'a pas eu accès à l'école justement qui lui donne les grilles de lecture et les outils pour comprendre cette culture. Je veux dire, vous pouvez prendre un enfant d'un quartier défavorisé, vous pouvez lui donner un livre, je sais pas moi, de Spinoza ou ou n'importe quel philosophe, il ne pourra peut-être pas forcément le comprendre ou peut-être même qu'il le comprendrait mal, qu'il interpréterait ça de façon erronée. C'est pas parce qu'il n'a pas été à l'école ou qu'il a été mal éduqué, etc., ou mal instruit, qu'il n'a pas cette sensibilité à la culture, aux arts. Prenons, sans aller dans la définition toujours passionnante sur la culture, moi je parlerai plutôt des pratiques culturelles. D'ailleurs, il y a une excellente enquête qui a été faite, qui aurait pu être citée au niveau de l'éditorial par l'association Racine, représentative, sur laquelle je pourrais donner tout à l'heure quelques chiffres, qui montre que finalement, l'accès, par exemple, au théâtre, l'accès au cinéma, l'accès au cirque. Bon, voilà. Et d'ailleurs, juste pour donner quelques chiffres, on parlait des visites et des infrastructures culturelles. On apprend que sur la question qui a été posée, est-ce que vous avez fréquenté, est-ce que vous avez été à un spectacle de danse ces 12 derniers mois, il y a 80% qui disent non. Et pour le concert de musique, 58%, ça se comprend parce qu'il y a des concerts dans la rue, etc. Mais on peut se réjouir aussi du fait que pour le théâtre, il y a 74% qui n'ont pas été, mais d'apprendre qu'il y a quand même le quart de la population qui a été voir une pièce de théâtre. Donc, attention, il ne faut pas brosser un tableau noir. Et c'est pour ça que moi, je tiens chaque fois à revenir à des chiffres, à des choses tangibles. Et quand elles existent, surtout quand elles sont de bonne qualité, il faut s'appuyer dessus pour pouvoir réfléchir. Toujours dans cette enquête, on rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît, parlez au son. Toujours dans cette enquête, on posait la question aux parents
les activités artistiques exercées par les enfants. En dehors, ils ont le tiers qui n'a aucune activité artistique, mais on est agréablement surpris de voir que les parents déclarent que leurs enfants font du dessin pour 18%, presque 20%, qui font du dessin, 9% qui pratiquent la photographie. Donc, il se passe des choses. Alors, ça, ce n'est pas effectivement des services culturels fournis par l'État, par les collectivités locales, mais il y a cette envie, cette soif d'avoir une activité culturelle. Et il y a des choses extrêmement intéressantes. Alors, il faut aller plus fin pour voir par catégorie sociale, etc. Donc, mais toujours est-il qu'il faut s'appuyer sur ce chiffre pour dire qu'il y a une véritable activité artistique. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est que finalement, je vais donner un exemple. Moi, je l'ai fait personnellement à titre associatif, etc., l'accès des écoliers à un musée. C'est des choses qui ne coûtent absolument rien. Organiser une visite, on peut aller à pied, etc., on peut prendre un bus. Et l'impact que ça peut avoir sur un enfant, il est considérable. Alors, l'image que nous avons, nous, quand on va dans un musée en Europe... Et ça, vous le mesurez à quoi quand vous dites que l'impact est considérable? L'impact, on le mesure d'abord, moi je l'ai vu dans les yeux de ces enfants. Oui, mais vous nous dites que vous aimez les chiffres, vous aimez les choses tangibles. Alors, restons sur la tangibilité de la chose. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Je l'ai vu d'abord personnellement. Je l'ai lu dans les yeux d'enfants de quartiers défavorisés qui habitent près d'un site historique. Ils passent tout le temps. Ils n'ont jamais eu l'idée, leurs parents n'ont jamais eu l'idée de les amener voir ceci. Et quand on leur explique pour un temps soit peu, ils sont émerveillés. Il vient avec un dessin, etc. Et c'est un déclic et quelque part, on greffe quelque chose qui fait que c'est et ce quelque chose, il prend. Non, mais ce quelque chose, est-ce qu'il prend répéter à intervalles réguliers, une fois au collège, etc. Pourquoi? Parce que j'étais dans les masters. Alors, des gens qui arrivent, finalement, moi j'ai découvert, finalement, que sur une classe de 20, personne n'a jamais mis les pieds dans un musée, juste pour vous dire. C'est quelque chose de tout à fait ahurissant. Alors, il y a effectivement ici une action résolue à mener, et c'est là où on peut être extrêmement critique. Et je veux dire, les pouvoirs publics ne jouent pas du tout leur rôle, parce que voilà des politiques intelligentes qui ne coûtent strictement rien. Il suffit d'assigner à chaque établissement scolaire, à côté du projet pédagogique, un projet culturel, artistique, avec une ligne budgétaire. Ça peut être 2000 dirhams par école, ça peut faire la différence. Voilà les choses concrètes sur lesquelles j'aime qu'on discute. Adel Hadjami, professeur universitaire sur la production marocaine et puis sur justement tout ce qui est art, tout ce qui est production culturelle. Est-ce que vous avez véritablement l'impression que nos productions marocaines luttent véritablement pour contre les inégalités? Et puis je voudrais revenir à la question que j'avais posée initialement à Mekis Bouaoui, mais je vous laisse d'abord réagir à cette première question. Adel Hadjami, professeur universitaire. Dans la création culturelle aujourd'hui et artistique, il y a tout. Il y a la chose et son contraire. C'est-à-dire que vous voyez par exemple dans une production marocaine récente une promotion de l'égalité, par exemple. Vous avez le souvenir d'une œuvre que vous pouvez éventuellement partager avec nous aujourd'hui? Je trouve qu'il y a des jeunes qui font des choses magnifiques. Il y a des gens qui reprennent des poèmes de Melhoun selon une harmonisation moderne, ce qui est magnifique. Et en même temps, je vois qu'il y a des sitcoms qui reprennent les dialogues du coin de la rue et nous mettent ça à la télévision devant 35 millions de personnes, ce qui est quelque chose sous le titre d'une création artistique, ce qui est complètement aberrant à mon sens. Donc la masse, si j'ai bien compris ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la masse finalement contribue au creusement des inégalités beaucoup plus qu'elle ne contribue au contraire. Je n'irai pas jusque-là, mais je dirais que les choses, oui, on peut tout trouver. Ce qu'il faut dire, c'est que il y a des facteurs. On ne peut pas préciser les choses d'une manière directe, parce qu'il y a plusieurs facteurs. Par exemple, quand on parle aujourd'hui de ce qui a été soulevé par Mortada Kalami, c'est que la culture aujourd'hui, c'est une industrie. Alors, on parle de l'industrie culturelle, qui est un mot que je trouve détestable personnellement.
mais c'est une industrie. Excusez-moi, il faut peut-être parler d'économie culturelle, parce que Oui, d'industrie, parce que Oui, mais il y a une effectivement, industrie. Il y a une industrie. Oui, il y a une l'industrie, mais c'est l'économie est beaucoup plus large. Elle est moins présente au Non, Maroc. l'économie est beaucoup plus large. Et Mais- dans le cadre du débat qui nous concerne, il est évident qu'une économie de la culture contribuerait à lutter contre les inégalités. Je m'excuse. Oui, bien sûr, bien Mais sûr. Madame Berrad a tout à l'heure expliqué, parlé du théâtre que vous avez fondé à Sidi Moumen. Un théâtre suppose des ouvreuses, des régisseurs, des décorateurs, etc. Tout ça, ce sont des emplois. Et c'est tangible et c'est réel. Adel Hajami. J'en prie. Alors, j'utilise le mot industrie culturelle parce qu'il a été utilisé. C'est mon côté philosophe, quoi, par Hannah Arendt, par l'école de Francfort, et qui a été critiqué pendant les années 40 et 50 rulamment. Pour revenir à une chose très simple concernant Mortada, Gramsci a été aussi repris, c'est une chose que j'ai dit de passage, par le théoricien des frères musulmans, qui est Sayyid Qutb. Ouais. C'est qui est quelque chose Un d'extraordinaire. vrai succès pour Gramsci. Hein. Oui, absolument. Ce monsieur qui est Sayyid Qutb, qui était certes un monsieur très dangereux et sanguinaire dans sa pensée, mais en même temps, c'était quelqu'un de très cultivé parce qu'il a passé 2 ans en Amérique, il a fait des études de philosophie assez poussées. Ça, c'est de passage. En Pour Amérique. revenir à la question, c'est que l'économie culturelle aujourd'hui, j'ai l'impression que elle dépasse le champ de la culture pour arriver, je reviens à la chose, à l'école. Moi, je suis un professeur, je suis un instituteur, disons, j'aime beaucoup ce mot, je défends l'éducation. On ne peut pas dire, au moins du point de vue de l'enseignement, la culture ne peut pas être une industrie. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il ne faut pas que l'école soit juste le reflet culturel de ce qui se passe culturellement dans la société. Il faut qu'il y ait L'école, c'est une place où on s'isole. D'ailleurs, le premier geste qu'on doit faire, c'est de couper son téléphone ou de l'éteindre. Cela veut dire qu'on va aller vers la transmission et non la communication, comme disait Debré. Si on va juste faire de l'école une autre production de la culture de zapping, de surfing, je crois pas qu'on peut parler pour l'avenir d'une vraie révolution, au moins quelque chose de consistant qui touche la culture et le développement de notre société. Je veux revenir aussi à une chose, c'est que Madame a parlé tout à l'heure de ce qui se passe dans les quartiers populaires qui sont défavorisés, mais j'ai l'impression que la culture, pour eux, c'est un moyen de communication, de communiquer leur rage, qui est d'origine politique surtout. Tout à fait. Je ne crois pas que la rage, qui est légitime quand on est dans une situation aussi défavorable, on a le droit d'être révolté, d'être enragé aussi. Mais ça ne suffit pas pour créer une culture. C'est une rage positive. Oui, mais ça ne suffit pas. Je vais vous donner un exemple très clair. C'était le cas, pour parler du Maroc, le Hayy Mohammadi pendant les années 60, pendant les années 70, je ne crois pas que c'était mieux qu'aujourd'hui, économiquement. Mais les gens ont pu trouver des manières pour faire de l'Hayy Mohammadi ce qu'il est aujourd'hui, quelque chose de magnifique dans la culture moderne contemporaine marocaine. Il faut plus que la rage. Je crois qu'il faut qu'il y ait d'abord cette énergie positive, mais surtout la canaliser. Et on ne peut la canaliser, à mon avis, que par l'éducation. Je reviens à cette chose. Et c'est là que se pose la vraie question. Justement, est-ce qu'on n'a pas plus besoin aujourd'hui d'une éducation avant même de passer au stade de la culture et de la promotion de la culture? Je sais que les deux iraient ensemble et se marieraient très bien, et voilà. Mais cela étant, aujourd'hui, j'en reviens à la question que j'avais posée tout à l'heure. Lorsque vous prenez un enfant ou un adolescent d'un quartier défavorisé, vous lui dites regardez cette belle toile de Picasso, alors que lui, il a le ventre vide et la tête qui n'est pas forcément pleine que de bonnes choses. Est-ce
est-ce que vous pensez véritablement que sa sensibilité par rapport à une toile de Picasso s'en retrouve émerveillée? Est-ce que vous pensez véritablement que cette sensibilité va tenir sur la durée, si elle venait à tenir d'ailleurs? Moi, je crois que oui, parce que la création, c'est un acte de résistance au réel. C'est presque politique. Faut pas oublier que la plus grande, la plus belle littérature latine a été faite et réalisée pendant les années sombres de cette région du monde. Le problème, c'est le suivant. Il faut pas, parce qu'il y a d'une autre part, il y a un autre problème qui se pose, qui est le pédagogisme. L'école, l'éducation, c'est une exigence. L'élève, c'est un être qu'il faut élever. Il vient pour apprendre des choses. Peut-être que le premier jour, quand moi je vais partir avec lui, lui montrer des tableaux de Picasso, de Polo, que je ne sais pas qui, sur le champ, il ne va pas comprendre, il ne va pas aimer, il ne va pas apprécier. Mais à long terme, ça fait de lui ce qu'il est. C'est exactement l'éducation. L'éducation, c'est imposer des choses qu'on va comprendre après coup. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des enfants qui partent de bon gré, comme ça, enthousiastes, à l'école. Plutôt, on préfère les vacances. On y va vraiment récalcitrant. Ça dépend des profs aussi. Oui, oui. Et des enfants. Mais oui, et des enfants. Oui, mais c'est ça. Il y a il y a une logique ou une culture pédagogisante aujourd'hui qui veut faire de l'école un espace de jeu, juste jeu, où l'enfant serait le roi, où le professeur serait juste un médiateur ou un animateur. C'est nouveau comme depuis je crois que c'est une des choses qu'on a hérité de cette pédagogie anglo-saxonne des années 80. Mais moi, je reste un peu classique dans ma vision. L'école, c'est un coin où on doit surtout apprendre des choses. Et puis, parce que l'école, par essence, c'est pas démocratique. Et moi, je revendique ça. Nabil Boutaleb, sémioticien. Je vous donnerai la parole. C'est jamais raison de souligner que l'art, c'est une façon de résister. Gilles Deleuze le rappelait, et puis Malraux aussi. Il disait que c'est la seule chose qui résiste à la mort, en fait. Oui. Mais pour revenir sur le aller cas, oui, je dirais à contre-temps par rapport à Jamy. Moi, je pense que l'art est très important, quelle que soit sa forme, à l'école. D'abord, pour une raison très simple, c'est qu'on apprend à l'enfant à décoder des images. Or, aujourd'hui, nous sommes complètement envahis par des images et les enfants ne savent pas les décoder. Et enfants, adolescents et même adultes. Et ça participe justement de cet embrigadement actuel, cette incapacité à avoir un recul critique. Or, l'art vient nous amener cela. Et ça, c'est essentiel. Il nous permet de décoder le réel et de le décoder de manière plus critique et de sorte à affirmer mieux notre liberté. Vous voulez réagir, Fikri Brada, vice-président de l'association Kultoum. Alors, je voulais rebondir sur ce qui a été dit, l'art et l'expression de l'art. Alors, moi, je suis témoin. Donc, je suis sur le terrain, je ne suis pas professeur, mais moi, je vois un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Et je constate que les enfants et les jeunes, la peinture, puisqu'on a parlé de peinture, Picasso, on ouvre leur curiosité, on essaye de les sensibiliser à toutes ces expressions. Et ces enfants peignent. Nous avons des artistes jeunes et moins jeunes qui font des choses assez troublantes. Et c'est de l'expression d'un mal-être. Donc, quelque part, c'est un exorcisme. Nous avons des tout petits enfants qui vous font des tableaux qui vous donnent la chair de poule, en fait, tout simplement parce qu'ils vivent des choses terribles chez eux. Et donc, c'est une thérapie. Pour moi, l'art est une thérapie. Non, mais la question, je veux bien que ce soit une thérapie. Je veux bien que ce soit une thérapie, mais la question, c'est de savoir est-ce que ça réduit les inégalités. Oui. C'est ça qui nous réunit. Je poursuis. Ces jeunes, donc, ces œuvres sont souvent exposées, elles sont vendues. Ça permet à ces jeunes de récupérer ces familles, donc, et de pouvoir se permettre de prendre encore plus de cours, parce que il faut payer un tout petit peu quelque chose. Tout n'est pas, la gratuité n'a pas de valeur.
Donc, ça leur permet de rentrer davantage. Et donc, ces inégalités sociales, effectivement, commencent à se réduire. Par là même. Ouais, Nabil Boutal, sémioticien, vous voulez réagir tout à l'heure. Une amie me rappelait hier quelque chose de très juste. Elle me disait quand un des enfants subissent des traumatismes, catastrophes, terrorisme ou autre, qu'est-ce que les psychologues leur font faire? Des dessins. Des dessins. Et ça fait un phénomène de catharsis, en fait. D'accord. Et ce phénomène de catharsis, il nous concerne par rapport aux inégalités. Pourquoi? Parce que il permet de diminuer quelque part la colère. Et donc, quelque part, d'amener une sorte de lucidité et plus de capacité, d'accord, à faire dans le social, à s'insérer, à travailler et à s'émanciper. Oui, alors c'est dans le même sens, dans la continuation. Et c'est la question que les psychologues connaissent bien, de la verbalisation. C'est-à-dire que verbaliser la rage que j'ai en moi, verbaliser les problèmes auxquels je suis confronté, c'est la sublimation. Donc on en arrive, on s'approche des arts sublimes, mais justement on n'y est pas encore, parce que c'est là peut-être qui est le gap que craint Siadil, que je veux bien craindre, mais dans la sans différemment. Mais peut-être différemment, parce que je ne sais pas, il me dira. Mais c'est là qu'effectivement, s'il ne s'agit que de s'extasier devant l'expression, une première expression de la rage ou d'un mal-être d'une population qui va être éventuellement discriminée, si on prend ou paupérisée, si on prend le cas de Sidi Moumen, ou discriminée, si on prend le cas des fameuses communautés américaines, des différentes communautés américaines. Il y a un moment donné où effectivement on a un problème, parce que c'est le problème de l'art brut. Hein. Est-ce que c'est suffisant? Alors, ce qui va être intéressant, et là peut-être qu'avec Siadil on va se rejoindre, c'est que une fois que ce processus, que cette parole est prise, que ce processus de création et de sublimation se commence, c'est qu'il y a un dialogue qui puisse s'instituer avec la culture classique, et alors classique au sens large, c'est-à-dire soit la culture classique du lieu, donc la culture classique marocaine, voire la culture classique mondiale, puisque la culture marocaine en fait partie tout autant. Et c'est ainsi que la progression qu'on va avoir, une création culturelle qui va être intéressante, puisqu'on va se retrouver dans ce renouvellement de l'acte de la création et de la contemplation culturelle, en fin de compte, et de la nourriture culturelle. Donc ça, on est effectivement là par rapport à quelque chose de très important. Et le cas de Sidi Moumen, donc mais qu'on prend ici comme exemple, a ceci d'intéressant, que une des choses, c'est qu'on sait que on commence à s'apercevoir que beaucoup des gens qui cèdent aux sirènes du terrorisme viennent de ces zones, de ces bidonvilles, donc qui sont des lieux où se déverse l'exode rural. Et donc là, ce sont des gens qui arrivent et qui sont coupés de toute culture. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas encore intégrés à la culture urbaine, mais qui viennent de perdre la culture rurale. Or, la culture rurale, en tout cas dans le cas marocain, là, elle est extrêmement importante. Tout à l'heure, Simeki parlait des gens qui allaient à un spectacle de danse. Bon, mais ça, c'est une question qui vaut pour une famille vivant en milieu urbain. Si je vais dans l'Atlas, les spectacles de danse, c'est l'Arwash, il y en a à longueur d'année. Donc, ils vont pas dire qu'ils sont... Si on pose la question à ces gens-là, ils vont pas dire je suis allé au spectacle de danse. Non, ils sont pas allés au théâtre Mohamed V du chef-lieu. Ils sont, par contre, ils ont peut-être participé à une danse, etc. plusieurs fois par an. Mais ils vont quand même répondre non au questionnaire parce qu'ils n'ont pas intégré que en fait, pour le questionnaire, ces deux-là sont des pratiques culturelles. Mais cette pratique de l'Arwash est elle aussi très importante dans la question de la verbalisation, de la sublimation, de la conscience de soi, de l'intégration de l'expérience de ses ancêtres, de ses aïeux face à la difficulté de vivre. Parce que la difficulté de vivre, on l'expérimente tous, quelles que soient nos situations d'ailleurs, à plus ou moins à quelques degrés que ce soit. Donc ça c'est très important. Mais je pense qu'il faut revenir à ça, effectivement, l'idée que l'expérience culturelle, a fortiori dans les gaps, dans les zones oubliées de la société, c'est extrêmement important parce que c'est aussi ça qui va créer le lien et qui va aussi donner de l'espoir. C'est-à-dire que malgré tout, le fait d'avoir participé, d'avoir eu une reconnaissance, même si c'est de l'ordre de la kermesse, même si c'est d'avoir improvisé quelques vers de rap face à 15 personnes du quartier, c'est quelque chose qui va pouvoir donner une confiance en soi et qui va permettre à un individu de se reconstruire et à son entourage d'être
d'être fier de lui. Donc tout d'un coup, il va y avoir une dynamique, on va dire positive, de lien avec l'autre qui se construit. Et ça aussi, ça fait partie de la culture. Et ça, même si ce n'est pas présent dans les... Juste, je finis, trois mots et j'ai fini. Si ce n'est pas forcément présent dans une production balbutiante, en revanche, c'est le fruit d'une culture plus large, de culture d'intégration et de transmission. Fikria Barada, vice-présidente de l'association Kultoum. Oui, merci. Rajouter une réponse à la question que vous avez posée tout à l'heure. Est-ce que l'art peut peut lutter contre l'inégalité? Effectivement, donc là, on le constate d'une manière très très probante. Nous avons un groupe qui s'appelle Shams Band, qui se produit avec Come to My Home de Moulay Idriss. Ils sont au Coq. Et donc ce groupe vient du complexe Rally. Ils ont été pris en charge, mais en plus entraînés, disons, par... Et là, c'est devenu un groupe maintenant qui arrive à se produire au Maroc, peut-être à l'étranger, bien, j'espère. Et donc, ils sont sortis de la précarité. Ils se considèrent parfaitement insérés, réintégrés dans la... Non, mais le problème, justement, c'est que quand on dit lutter contre les inégalités, on parle essentiellement, sans le vouloir ou sans le faire exprès, on parle de l'aspect financier. Or, aussi, les inégalités peuvent se manifester à un autre niveau, c'est le niveau intellectuel. Est-ce que ces gens sont véritablement insérés aussi à ce niveau-là? Est-ce que demain, par exemple, on va les retrouver dans les plateaux radio, télévision, on va les retrouver dans des magazines? Demain, ils vont commencer à défendre des causes qui sont importantes avec un esprit critique, avec des grilles de lecture intéressantes, avec des esprits vifs. Est-ce que c'est sur ce chemin on va les retrouver à ce niveau-là aussi? Parce que moi, je me dis, et c'est une question aussi que je vous pose, je me méfie, je me méfie de ce qu'on appelle culture lorsqu'on parle, par exemple, de rap, ou lorsqu'on parle de slam, etc. Parce que, quelque part, on verra jamais un Jean-Marie de Savoie ou habitant Neuilly s'adonner à ce genre de culture. Mais par contre, on verra des gens qui ont fait les grandes écoles, les bonnes écoles, comme on dit, qui vont, eux, par contre, dominer le champ social et culturel et politique, économique et financier. Et c'est cette culture-là qui prédomine, puisque on le sait depuis la chute du mur de Berlin, c'est le capitalisme qui domine et c'est une autre facette du capitalisme qui s'exprime et qui prend en otage pratiquement toute une société. C'est ça aussi la question. Donc réfléchir effectivement aujourd'hui les inégalités d'un point de vue uniquement matériel me semble peut-être être un écueil à éviter, mais je ne sais pas. C'est une question aussi que je vous pose, Fikria Barada, vice-présidente de l'association Kultoum. Oui, alors sur un plan intellectuel, ils évoluent parce qu'ils ont une curiosité à assouvir. Donc, ils vont rechercher des réponses. Leurs chants, leurs paroles, ils les font eux-mêmes. Ils écrivent leurs chants. Et donc, nous sentons parfaitement une sensibilité, une volonté de dépasser quelque chose de juste médiocre ou moyen. Donc, on en entendra parler, c'est des graines de stars. Vous savez, il y a eu le film et tout sur Sidi Moment, mais là, nous les voyons. Il y a des possibilités en eux, aussi bien sur le plan, ce que nous avons, nous, photographie, acteurs de théâtre, des peintres. Ces chanteurs ont des voix extraordinaires. Bon, ils sont aidés, il faut encore les accompagner. C'est pas la baguette magique, mais il y a toutes les ressources. Et réellement, il y a toutes les ressources. Il faut simplement pouvoir aller les accompagner aussi loin que possible pour réussir à gagner le pari. Oui, mais qu'ils soient bien initiateur du collectif 1% Culture, par rapport justement à la question ou en tout cas à ce que j'ai exposé, réfléchir et raisonner inégalités sociales et réduire ces inégalités en pensant uniquement à l'aspect financier, à l'aspect économique, à l'aspect pécunier, est-ce que quelque part ce n'est pas une erreur? Je ne pense pas du tout. Je vais dans le sens de Montada Kalami, qui m'ont précédé pour dire que l'art et la culture permet indéniablement de réduire les inégalités. Il ne s'agit pas uniquement des inégalités matérielles, mais on peut se préparer à être mieux armé intellectuellement et surtout avoir cette confiance en soi pour pouvoir affronter le monde, les difficultés sociales que l'on vit. Je vous donne un exemple tout simple. Quand on passe les concours partout dans l'administration, etc., on arrive aux oraux. Qu'est-ce qui fait la différence finalement entre l'un et l'autre? C'est tout simplement cette aisance, cette culture générale qui permet d'avoir des repères, d'avoir cette intelligibilité, cette réactivité aux questions et de pouvoir décoder le monde dans lequel on est.
C'est une arme extrêmement puissante devant les désarrois qu'il y a. Hein, sinon, ces personnes exclues vont répondre aux sirènes du populisme, de l'extrémisme. Le simple fait de les armer, hein, intellectuellement, enfin, je veux dire, on lui donne un minimum, ce que j'appelle un SMIC de la culture générale, et c'est une arme absolument d'une efficacité incroyable. À tout point de vue, on les vérifie, nous, à longueur d'année, hein, ouais, dans les examens, enfin, dans les concours, parce que... Et alors, aujourd'hui, j'ai des chiffres ici, j'avais instruit un questionnaire de plus de 70 questions de culture générale. Je vais vous étonner, juste pour un ou deux exemples. Pour vous dire les repères historiques et spatiaux, hein, les lacunes très graves qu'il y a dans le système éducatif marocain. Je vais donner juste deux questions. À la question que j'avais posée en longeant la façade atlantique du Maroc, quels sont les principaux fleuves que l'on rencontre le long du trajet Tanger-Agadir? Il y a 2% qui ont répondu correctement. Hein, quand j'ai posé la question en quelle année est décédé le prophète Sidna Mohammed, il y a 7%. Donc on fait des centaines d'heures, hein, d'éducation religieuse, hein, sans avoir la moindre idée, hein, du temps, de l'époque où est né l'islam, où est né le prophète. C'est juste pour vous dire, c'est une conception de l'histoire de la religion ahistorique, aspatiale. Donc c'est ça qui est extrêmement grave. Alors, bon, je veux dire les réponses. Donc, on savait pas, la moitié ne savait pas quelle est l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et j'en passe. Et ça, c'est ceux qui avaient le niveau master, qui avaient réussi un concours. Alors, c'est juste pour vous dire un peu le désarroi dans lequel se trouve cette future élite administrative du pays. Alors, c'est pour ça que des choses extrêmement simples, et c'est là où on veut. Quand on rentre dans n'importe quelle classe d'école élémentaire, dans certaines écoles privées ici, en Europe, on le voit, il y a une fresque, il y a tout simplement une bande historique qui est collée au mur, hein, où il y a le temps. Voilà, on sait l'Antiquité, hein, voilà les grandes civilisations qui sont passées, le christianisme à un moment, voilà, il y a des grands moments de l'histoire, hein, de l'islam, etc. Eh bien, ça c'est juste ce que j'appelle des repères historiques. Alors, le simple fait de faire, et moi j'ai fait l'expérience personnellement, j'ai assuré pendant des années un cours de culture générale pour des gens du master, parce que compte tenu de ces lacunes énormes, je dis c'est impossible de construire sur du vide. Ben, croyez-moi, ça donne des résultats. Mais il faut un engagement, il faut de la volonté, hein, et la satisfaction, c'est de voir finalement cette confiance, les personnes qui étaient dans le désarroi, incapables d'interpréter le monde, on leur donne des outils. Alors, moi, quand on parle des arts, quand je parle de culture générale, un SMIG, hein, et on peut le faire. Et là, ça coûte rien. On peut mettre des équipes, hein, dédiées à la chose, faire des capsules, utiliser les médias, utiliser les réseaux sociaux, avoir des manuels, des bandes dessinées. Et je ne comprends pas. Hein, alors, certaines associations essaient de faire des choses. Il y a de très belles choses qui sont faites, mais je ne comprends pas que les pouvoirs publics sont capables de dépenser des milliards de dirhams pour un plan d'urgence d'éducation nationale. Hein, le dur, on sait le faire, on sait construire des classes. Par contre, quand il s'agit de soft, quand il s'agit de programmes pareils, quand il s'agit de décentraliser, de fixer des objectifs aux établissements, aux directeurs, aux instituteurs pour leur dire voilà. Hein, et plus que cela, par la suite, quand on veut faire l'évaluation d'un programme éducatif, d'une politique publique en matière d'éducation, nous, on s'en fout, le citoyen s'en fout. Est-ce que les objectifs de classe ont été remplis? Ce qu'on veut savoir, c'est cette catégorie d'âge qui, de 10 à 11 ans, qui passe de l'école primaire au collège, est-ce qu'elle maîtrise, hein, l'écriture? Est-ce qu'elle connaît au moins les grandes lignes? Et à chaque niveau, on peut. C'est ça le critère fondamental qu'on peut avoir pour évaluer des politiques publiques. Et non pas ce qu'on a dépensé, ce qu'on a réussi à faire, etc. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine du possible, c'est pas d'irréel. C'est une question d'intelligence, de volonté, et c'est pas une question de moyens. Adel Hadjami, professeur universitaire. Je ne peux qu'être d'accord avec M. Mekki parce qu'il a soulevé la question de fond, qui est la question de l'éducation culturelle. Mais justement, je veux un peu approfondir ce qu'il vient de dire en disant que je crois que ça dépasse même la politique culturelle. Ça touche
les valeurs, le choix d'une société. La vraie crise, à mon avis, dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de choix clair de ce qu'on veut faire de notre société, de notre avenir. J'ai l'impression que les politiques gèrent le jour au jour. Et dans cette logique-là, des choses aussi importantes que la culture, l'enseignement, le médiatique, la question de valeurs en général, reste un peu floue et non claire. On voit une chose et son contraire. On voit par exemple l'éducation, où il y a des enseignants qui ont dans le programme un programme qui incite à je veux parler un peu pratiquement à al-kalima tayyiba, par exemple, les valeurs et Civisme. Le civisme. En même temps, on voit sur les masses médias des choses qui vont à l'encontre de cette vision, de ce choix éducatif, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand je vois ce qui se passe dans les Saharats de samedi soir, j'ai l'impression que je suis dans Arrasiya Fstah. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec l'éducation ni d'un choix culturel d'un pays. Le mal de fond, à mon avis, c'est celui-là. Je voudrais aussi parler d'une autre chose qu'on a abordée tout à l'heure pour dire ma vision. Moi, je crois qu'il n'y a de culture que élitiste. Dans quel sens? En sachant que pour moi, tout le monde peut être de l'élite. Je parle culturellement, je ne parle pas économiquement ni socialement. Tout le monde peut, chaque Marocain, peu importe ses origines sociales, peut avoir accès à une culture, à une bonne culture. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, au nom d'un anthropologisme urbain, parce qu'il y avait un anthropologisme primitif qui disait qu'il y a des peuples primitifs et puis il y a des civilisés européens, au nom d'un nouveau anthropologisme, on dit que oui, pour les pauvres, c'est bien, il y a des manifestations culturelles. Oui, il y a le rap. J'ai rien contre le rap, personnellement, c'est pas personnel. Oui, il y a des choses, il y a des expressions. Il y a des expressions culturelles. Moi, je crois que c'est pas une façon de mieux les enfermer justement dans leur Oui, ghetto? Absolument, c'est ce que je veux dire. Moi, je crois que c'est pour ça que j'ai posé tout à l'heure la question. J'ai dit je me méfie aussi. C'est la question de fond. Il faut se méfier un peu de ce paternalisme, je dirais anthropologisant de oui, si je veux un peu globaliser, oui, le Maroc c'est beau parce qu'il y a le couscous, il y a le Jamal Fnas, il y a l'État s'est évertué à folkloriser les pratiques culturelles. Il faut quand même le souligner. C'est ça le problème. C'est une réalité. C'est ça le problème. On le vit, ça. Absolument. Tu parlais de l'Hawaj tout à l'heure qui est en train de disparaître, qui ne devient même pas moral aux yeux des ruraux et des montagnards. Sous couvert d'une idéologie salafiste. Je vais vous donner la parole, mais comme il était en train d'expliquer son point à Adil Hadjami, professeur universitaire. Absolument. Dire que le niveau supérieur des Marocains serait le folklore ou imiter des expressions artistiques d'autres coins dans le monde, je ne crois pas que c'est vraiment valoriser la culture marocaine. Je crois que le Maroc est un grand pays, est une grande civilisation, et on a une gastronomie, on a un héritage musical magnifique, on a, même techniquement parlant concernant la musique, on a nos propres maqamats. Quand tu vois la musique andalouse, il y a des maqams qui n'existent qu'au Maroc. Je parle de... Mais moi, je voudrais quand même qu'on revienne à ces jeunes, hein, parce que c'est d'eux qu'il s'agit principalement lorsqu'on parle justement de ces inégalités, puisque c'est eux qui se plaignent le plus finalement, hein, parce que c'est pas leurs parents ou leurs grands-parents. Non mais je veux dire, quand on les conditionne à croire que le modèle de réussite, c'est justement faire un certain, s'adonner, on va dire, à certaines disciplines culturelles, je pense justement au rap, au slam et à d'autres disciplines. Est-ce que quelque part ce n'est pas les faire diversion quelque part et leur dire écoutez, c'est ça la culture, c'est ça qui vous sauvera, alors que comme je le disais tout à l'heure, éventuellement ce qui pourrait les sauver, c'est une instruction de qualité qui est aussi une culture qui va leur permettre éventuellement de mieux comprendre et de mieux lire le monde dans lequel ils vivent et mieux le défendre, parce que
quand on veut parler d'art, de slam et de graffiti, etc., on trouve toujours, je parle de la France, hein, je parle pas forcément du Maroc, on trouve toujours le petit banlieusard pour venir parler de ça. Mais lorsqu'il s'agit par exemple de défendre la géopolitique d'un pays ou l'islam ou une vision du monde, là il faut chercher du côté des autres. Voilà, des Jean-François. J'ai pas envie de dire Jean-François, comme ça on stigmatise pas, mais bon, voilà, on va chercher ailleurs, on va dire ça comme ça. Je ne peux mieux résumer ce que vous avez dit, à mon sens, c'est tout à fait vrai. Il y a une autre manifestation de ce que je viens de dire, c'est que dire, et ça rejoint l'envie, ce qu'on a parlé tout à l'heure de la rage, de l'envie d'exprimer la frustration politique et sociale. L'autre expression de cette chose-là, c'est de dire que l'art, c'est juste exprimer le réel que vous vivez. Et ça, vous êtes d'accord avec cette vision Non, pas du tout. Moi, je ne crois pas que le rôle de l'art et de la culture, c'est de décalquer le réel. C'est tranché depuis le début de l'esthétique classique. L'art n'est pas, disait Kant, l'art n'est pas de présenter ou représenter la beauté, une beauté réelle, c'est la belle représentation d'une chose, qu'elle soit belle ou non. Donc quand je vois des gens qui me parlent dans des chansons dites artistiques, d'un langage, disons-le, de quartier, que tout le monde maîtrise d'ailleurs, on n'est pas obligé d'être un grand artiste pour savoir parler de cette manière. Et en même temps, un cinéma, avec tout le respect que je dois et la réserve que je dois y mettre, un cinéma qui me dit le cinéma c'est juste montrer sur un écran tout ce qu'il y a de mauvais dans une société avec un degré zéro artistiquement parlant du dialogue, parler pour dire les choses comme elles sont. Le langage de Zanka ne fait pas un dialogue artistique, c'est pas un dialogue cinématographique. Je me méfie beaucoup de cette chose-là et je crois qu'on est... Mais quand justement le cinéma, de manière générale, prime ce genre de dialogue, donne des distinctions pour ce genre de film éventuellement, est-ce que quelque part ce n'est pas avoir l'approbation de toute la profession et quelque part aussi accepter que c'est une forme d'expression culturelle qui aujourd'hui a sa place fondamentalement dans le paysage? Oui, c'est une expression... Oui, là d'autant plus que tout à l'heure, vous avez dit même l'insulte est une sorte de culture. Oui, mais c'est au sens anthropologique, oui, je suis d'accord. Il y a des insultes qui sont très, très raffinées culturellement, c'est ce que je veux dire. C'est le travail, c'est le travail artistique qui donne à une chose sa valeur artistique. Il y a insulter et insulter. Moi, nos grands-parents insultaient d'une manière... poétique même. Il y a des insultes dans la poésie. Mais c'est justement de la poésie. À mon avis, ce qu'on est en train de voir, c'est un nivellement par le bas. J'ai peur de dire... C'est choquer le public et c'est ça qui fait vendre. Oui, pour faire le buzz, pour être célèbre, exactement. Il faut insulter, il faut dire des choses. Mais je crois, moi, qu'il y a d'autres manières de faire de l'art. Il y a des gens qui sont dans leur coin, dans des régions très reculées du Maroc, qui s'intéressent à d'autres formes d'expression et qu'il faut vraiment promouvoir et faire connaître. Je ne crois pas que les médias font leur travail sur ce niveau-là. On a une dictature de aller selon ce qui se vend, ce qui se fait le buzz. Et je crois qu'il faut faire un travail de fond. Mais si on va dans ce qui se vend, ce qui fait le buzz, on crée de l'emploi et donc on réduit les inégalités sociales. D'un point de vue notamment matériel. Je dirais pas... c'est ce que nous dit Friedman. Oui, mais c'est trop dire. Je dirais, moi, que c'est trouver des solutions temporaires pour quelques-uns, mais pour le choix d'une société. La société, c'est d'abord des valeurs et un projet d'une communauté. Je ne crois pas que ça peut nous emmener loin. Mourtada Kalami, écrivain. Oui, je repense à une chose, à un moment culturel assez important et dont une partie s'est passée au Maroc. Je repense au travail qu'avait produit la Beat Generation. La Beat Generation voulait révolutionner les arts, les lettres et la musique, l'a en partie fait d'ailleurs. Mais ceux qui ont mené ça ne l'ont pas fait à partir de rien
et ont bien conceptualisé dès le départ que pour pouvoir changer la forme contemporaine, il fallait qu'ils maîtrisent la source de l'art qu'ils pratiquaient. C'est-à-dire que Paul Bowles ou Ginsberg ou Burroughs étaient capables de citer François Villon, Villon. Surtout pas. Voilà, l'autre, le vrai, François Villon, le bon, donc poète du XVIe siècle, si mes souvenirs sont bons. Poète français du XVIe siècle, donc ce qui n'est pas une référence anodine, ce qui montre qu'ils étaient bien rentrés et donc ils avaient maîtrisé la culture classique pour ensuite revenir et déconstruire si je pense au cut-up, si je pense à un certain nombre de choses, la culture contemporaine. Burroughs, dans les années 90, parce qu'il a travaillé longtemps, a fait du rap. Hein, il a joué avec, il a slamé en réalité avec quelques groupes de rap, et ça donne des résultats assez intéressants. Mais même le personnage devient intéressant parce qu'on voit qu'il a été transgénérationnel. Chaque décennie, la nouvelle génération et la nouvelle esthétique s'est revendiquée de Burroughs. Donc lui-même est passé, après avoir été révolutionnaire, est devenu une référence, un grand ancêtre de la culture internationale, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Donc il y a ce travail, ceux-là ont fait le travail. C'est moins connu aussi, mais David Bowie, qui d'ailleurs avait rencontré Burroughs, a revendiqué cette démarche-là aussi. Et ça bon. David Bowie, qui n'est pas celui de la pop culture qui a vendu le plus de disques. Hein. Il a été largement battu par d'autres. Il n'est que dans le top 15 ou 20, je crois, de la vente de disques. Mais il a marqué son époque et sa génération par son art. Et donc ce sont des cas de gens qui ont travaillé dans l'industrie, au sein de l'industrie culturelle. Parce que là, je suis d'accord, le terme d'industrie culturelle est important. Il y a une économie culturelle, mais qui a été... C'est plus englobant. Voilà. Oui, mais là, le sujet, c'est que ça a été... Oui, mais ça a été industrialisé. C'est-à-dire que effectivement, c'est pas le cas au Maroc. Si vous faites... Alors, c'est pas le cas au Maroc. Oui, mais juste... Alors, le problème, c'est que du coup, les musiciens ont du mal à vivre de leur musique. Sauf à aller animer les mariages. Mais où c'est pas là où ils vont faire les créations les plus novatrices, on va dire. Donc il y a aussi l'industrie musicale au Maroc, c'est finalement l'industrie musicale au Maroc, elle est dans la rue et c'est des choses copiées, piratées. Effectivement, c'est pas industrialisé, mais je voudrais revenir parce que comme de toute façon c'est en train de devenir, autant réfléchir quand même à comment ça fonctionne. Il y a effectivement une pression industrielle qui veut, c'est la logique, c'est une logique industrielle, c'est-à-dire que les ayants droit du studio veulent, alors ça marche pour le cinéma aussi d'ailleurs, veulent que le produit qu'ils vont fabriquer, que ce soit un morceau de musique ou que ce soit un film, leur rapporte le plus d'argent possible dans le moins de temps possible. Donc à partir de là, effectivement, si mettre des insultes à l'écran ou dans les postes de radio rapporte de l'argent, ils ne vont pas se priver de le faire. On le voit, on commence à le voir au Maroc, on le voit largement en France et aux États-Unis. Donc ça, c'est un problème. Ça, c'est le problème de la pression économique. Ici, peut-être que effectivement, c'est là qu'on peut se demander si l'État a un rôle non pas de censeur, mais de régulateur à jouer. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas que l'État intervienne sur le contenu culturel, mais en ayant les moyens d'intervenir et de financer, c'est aussi un moyen de sortir les créateurs de cette pression. Oui, mais c'est c'est important parce que c'est financé par nous. Si par exemple les deux chaînes marocaines. C'est financé par nos impôts. C'est le problème des acheteurs. Mais si on laisse ça qu'au seul privé, vous avez la AK. La AK, c'est quand même fait pour ça. Oui, mais c'est pas la AK n'a pas le rôle de financer la création. Elle est là de superviser, de vérifier que tout le monde respecte les règles. C'est de ça que tu parlais. Non, juste. Moi, j'ai peur qu'on s'éloigne des inégalités. Moi, j'ai peur qu'on s'éloigne des inégalités. De la production culturelle et comment ne pas censurer la production culturelle et on ne peut pas censurer la production culturelle. On ne peut pas censurer la production culturelle, sans quoi on redevient stalinien. On peut le faire. Ou alors on fait comme disait quelqu'un de la politique marocaine, on fait de l'art propre. Ou de l'art sale. Je pense que ce sont des jugements de valeur. Oui, mais c'est bien ça le souci. C'est bien pour ça que je dénonce cette digression pour Mehdi. C'est que le problème, c'est qu'il s'agit de pouvoir libérer les créateurs d'une certaine pression économique pour qu'ils puissent faire de la qualité sans rentrer dans le jugement de valeur et déterminer ce que sera leur propre ou pas. Et là, il va falloir des mécènes. Mais pas seulement. Ouais. Pas seulement.
Bon, allez, Nabil Boutal, vous voulez réagir, ces musiciens, vous voulez réagir tout à l'heure. C'était riche et ça touchait plusieurs aspects de la culture et des inégalités. En tout cas, initier les enfants à l'art, ça a beaucoup d'intérêt. Ça permet de créer de véritables individualités. Absolument. Capables d'avoir un esprit critique, Absolument. de décoder une image, et aussi d'avoir une exigence intérieure plus forte, peut-être pour éviter ces vulgarités dont vous parliez tout à l'heure ou ces banalités qui sont quelque part affligeantes. Mais Nabil Boutal, juste pour un mot sur l'école publique, quand on sait que finalement, j'ai lu ça il y a quelques mois sur un rapport de l'UNICEF, dans un rapport de l'UNICEF qui disait que ce qui produit le plus d'inégalités au Maroc, eh bien, c'est d'abord l'école publique. Est-ce qu'en ayant l'école publique que nous avons, on est condamné quelque part, malgré l'art, malgré l'accès à la culture, on est condamné quand même à voir cette inégalité persister dans notre société. Est-ce que ce n'est pas là le premier chantier auquel il va falloir s'atteler avant même celui de la culture ? C'est un terreau, clairement. Moi, je ne suis pas compétent pour juger de ce qu'il faut faire à l'école publique, honnêtement. Maintenant, tout le monde s'accorde à dire que l'école publique n'a pas fonctionné et il faut donc en changer à la fois la nature et les modalités. Voilà. Adil Hadjami, professeur universitaire, pour le mot de la fin. Je dirais que je ne suis pas sûr que la culture sublime en elle-même soit quelque chose qui peut nous rendre vraiment plus humains. Je ne suis pas sûr parce que il y a eu souvent des grands intellectuels, des gens très cultivés qui étaient des grands sanguinaires aussi, des grands dictateurs. Je parle, Hitler était un grand amateur de Wagner et de. C'était pas un intellectuel. Il ne faut pas les insulter comme les intellectuels. Oui, je suis d'accord, mais n'empêche que Staline était poète. Non, parler de Václav Havel, par exemple, c'est un des rares qui a eu le pouvoir et qui était un intellectuel, mais il n'a pas eu beaucoup dans l'histoire. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est tout simplement, c'est pas quelque chose qui vraiment, en lui-même, peut nous défendre contre des dérives de ce genre. Mais par contre, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que l'esprit critique peut le faire. La chose la plus importante, à mon avis, dans la culture, c'est cultiver l'esprit critique. Le savoir n'est rien sans la culture, sans l'esprit critique. Dans ce sens-là, l'enjeu, à mon avis, c'est un enjeu d'éducation, à savoir que l'éducation, c'est enseigner ce qui suffit pour ne pas dépendre d'autre chose. Macky Zouabi, initiateur du collectif 1% Culture. On sent peut-être, moi j'ai le sentiment qu'il y a une sorte d'inflexion, une sorte de sursaut, de prise de conscience en tout cas, qui se dessine. On l'a vu, moi je l'ai vu personnellement, je l'ai suivi de très près dans le collectif 1% Culture, dans les programmes des partis politiques. Pour la première fois, a été mise en avant cette nécessité de doter le Maroc d'une vision dans le secteur culturel, d'une stratégie unanime. Donc. Et pour la première fois, on a réclamé haut et fort que les budgets doivent être substantiellement augmentés. Et aujourd'hui, il est de combien? 300? Il est de 0,25%. En millions, c'est 300, 320. Avec les deux fonctionnements et investissements, 700 millions de dirhams, qui est trois fois rien, enfin 0,25% du budget général de l'État. Alors que le multiplier, à la limite, on peut le faire, parce que c'est multiplier un epsilon ou un montant aussi faible, ça représente par rapport à un poste important du ministère de l'Éducation nationale quelque chose équivalent extrêmement faible. Alors là, il y a aussi, ceci c'est traduit également dans la déclaration gouvernementale. Pour la première fois, dans la déclaration, on parle de la nécessité de le Maroc de doter le secteur culturel d'une stratégie, à l'instar de ce qui se fait pour les autres secteurs, agriculture, tourisme, etc., l'industrie. Donc ça, c'est des éléments qui... Alors maintenant, entre la déclaration et la mise en œuvre, c'est là, à mon avis, où la société civile, où les hommes et les femmes, les journalistes, les médias doivent jouer un rôle et de faire en sorte de se constituer en groupe de pression, dans le sens le plus noble du terme. Moi, je vous dis, avec un petit groupe, nous, au moment de la préparation des programmes des partis, on a été voir systématique tous les partis, en quasi-totalité, et on a été agréablement surpris par l'accueil et par le fait qu'ils ont besoin d'avoir ce relais avec les... Donc il y a aussi cela. Alors cette vision stratégique, c'est là où il faut effectivement des tables rondes, il faut un certain nombre de choses
pour dessiner la nouvelle architecture. Excusez-moi, est-ce que vous seriez favorable, par exemple, pour que on rassemble dans le même ministère, celui de l'éducation et de la culture? Bon, à la limite, est-ce que ça n'aurait pas eu plus de cohérence et finalement, est-ce que ça ne boosterait pas le budget d'une manière indirecte? Ce qui compte, c'est les nerfs de la guerre, c'est les budgets. Parce que finalement, chaque département garde son secrétaire général, son budget propre. Ouais. Et à la limite, bon, à un moment, pour une raison purement politique, on fusionne les deux. Mais ce qui compte, c'est les nerfs de la guerre. Hein. Moi, parce que je suis de près, c'est le budget alloué. Hein. Et plus que cela, c'est l'important de cette nouvelle stratégie avec une nouvelle vision. Ça ne veut pas dire que tout cet argent va être canalisé par le ministère de la Culture parce qu'il est incapable de le. Donc, c'est d'où d'autres partenaires, aussi bien du privé que de la société civile, que du public, comme l'Éducation nationale, qui doit jouer un rôle, qui doit avoir des programmes et des lignes budgétaires dédiées établissement par établissement. Fikriya Barada, vice-présidente de l'association Kulthum. Alors, la culture, pour moi, reste un vecteur d'épanouissement personnel. Et si on pouvait parler d'indice de bonheur, je pense que c'est parfaitement adapté. Et la question, c'est effectivement quelle société veut-on? Quel projet sociétal veut-on construire? Et là-dessus, toutes les hypothèses peuvent être permises. Moi, je terminerai tout simplement en disant que l'art, rien que l'art, c'est lui qui nous permet de vivre, qui nous persuade de vivre, qui nous stimule à vivre. C'est une citation de Nietzsche. Murtada Kalami, écrivain, chroniqueur au Matin-Lux. Je vais citer Simeki. Mes références seront plus simples. C'est pour répondre à la question, comme j'ai beaucoup digressé, pour répondre à la question de Mehdi. Simeki a dit qu'il y a eu quand même un grand changement ces 50 dernières années au Maroc et que ça se traduit par l'apparition d'une soif d'égalité. Et cette apparition dans la culture, elle est très forte aussi. Elle se traduit malgré tout dans la culture, qu'elle soit cinématographique, qu'elle soit musicale, avec la scène des années 2000. Oui. Hein, alors la culture fait-elle les opinions ou reflète-t-elle, fait-elle la société ou reflète-t-elle la société? Bon, c'est le cercle dont je parlais au début, mais en tout cas, ça témoigne de la montée d'une demande d'égalité qui fait que les inégalités qui nous crèvent les yeux nous paraissent insupportables maintenant, alors qu'elles nous l'étaient il y a 50 ans. 15h35, merci à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Merci à Nabil Boutaleb, sémioticien, à Adil Hadjami, professeur universitaire. Merci à Maki Zouawi, initiateur du collectif 1% Culture. Fikriya Barada, vice-président de l'association Kulthum. Et merci enfin à Murtada Kalami, écrivain et chroniqueur au Matin-Lux. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, place aux après-midi Tentation, c'est jusqu'à 18h. Les Nuits Magiques, c'est de 20h à minuit en compagnie de Karim Alam Boucher. Excellent après-midi à toutes et à tous sur Lux Radio. Je vous retrouve demain pour un autre débat.